Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. À la une ce soir, une question: qui aura accès à l'aide à mourir et selon quels critères? Les députés viennent d'adopter l'article qui fixe les conditions d'accès à l'aide à mourir. On se penchera donc en détail sur ces différents critères. Il est l'un des grands défenseurs des libertés publiques en France et il lance un cri d'alarme. Menace sur l'état de droit, c'est le titre du dernier livre de l'avocat Patrice Spinozzi. Il s'inquiète de la montée des populismes en France et met en garde contre le risque de bascule vers une démocratie illibérale. Il sera notre invité tout à l'heure. Enfin, la question qui fâche ce soir, le socle commun va-t-il imploser après la déclaration polémique de Sophie Primas? La porte-parole du gouvernement, qui est issue de la droite, pronostique la fin du macronisme dans les mois qui viennent et vous le verrez, cela a ulcéré les partisans d'Emmanuel Macron. Voilà pour le sommaire, on est ensemble pour une heure, c'est parti pour Ça vous regarde. Rarement les députés auront débattu aussi longtemps du choix des mots. Il faut dire que ces mots soulèvent des questions vertigineuses. Peut-on imposer à un patient de continuer de vivre malgré la souffrance, malgré la progression d'une maladie incurable? L'aide à mourir est-elle un droit? Les députés ont donc tranché ces différentes questions en définissant les critères d'accès à l'aide à mourir. On en débat ce soir avec un plateau d'invités qui va nous permettre, si je puis dire, de croiser un maximum de points de vue. On commence par vous, Michèle Lévy-Soussan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin spécialisé en soins palliatifs. Vous avez dirigé pendant 25 ans une unité de soins palliatifs à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et vous êtes favorable à l'aide à mourir. Face à vous, Emmanuel Hirsch, bonsoir. Vous êtes professeur émérite d'éthique médicale. Et vous venez de publier 2 ouvrages, Fin de la vie, fin au pluriel, les devoirs d'une démocratie, ainsi que Anatomie de la bienveillance, tous 2 aux éditions du CERF. Et vous vous montrez vigilant, c'est votre mot, sur cette question de l'aide à mourir. Face à vous 2 députés, Agnès Firmin-Lebaudot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée du groupe Horizon, élu de Seine-Maritime. Avant cela, vous avez été ministre de la Santé et à ce titre, vous avez participé à la rédaction de la première loi sur l'aide à mourir dont l'examen a été interrompu par la dissolution et vous êtes favorable à une aide à mourir strictement encadrée. Enfin, Philippe Gosselin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la droite républicaine élu de la Manche et vous êtes opposé à cette aide à mourir. Vous nous direz évidemment pourquoi. On commence avec le récap de Valérie Brochard. Bonsoir Valérie. Bonsoir Clément. L'article 4 donc, de la loi relative au droit à l'aide à mourir vient d'être adopté. Absolument Clément, un article qui a suscité beaucoup de débats, mais il a été adopté il y a tout juste 1h30 dans l'hémicycle. Pour 164, contre 103, l'Assemblée nationale a adopté. C'est l'article qui fixe les conditions d'accès à l'aide à mourir. Pour établir ces critères, eh bien, les députés sont partis du texte issu de la Commission des affaires sociales qui prévoit d'être âgé d'au moins 18 ans, d'être de nationalité française, d'être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Il faut présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est réfractaire au traitement ou insupportable et enfin être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Mais les députés ont longuement discuté les qualificatifs de grave et incurable ainsi qu'avancé ou terminal. Concrètement, c'est quoi une affection grave? Où est la limite entre ce qui est grave et ce qui ne l'est pas? Il en va de même pour l'adjectif avancé. Avancé comment? Avancé jusqu'où? Pour trouver des réponses, eh bien, la ministre de la Santé a fait appel à la Haute Autorité de Santé et voici ce que l'instance lui a répondu. La phase avancée peut être définie, et c'est là, mesdames et messieurs, que j'appelle votre attention, comme l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. Une phase avancée n'est pas qu'une question de temporalité, mais un ensemble de facteurs qui conduit inexorablement le patient vers une mort certaine. Mais dans combien de temps? Il existe des maladies en phase terminale qui peuvent durer des années. Et s'il reste plusieurs années à vivre avant de mourir, eh bien, des députés, tous bords confondus, ont voulu réintroduire un critère temporel avec les expressions comme futur prévisible ou court terme. Mais tous ces amendements ont été rejetés. Alors, il y a un autre sujet qui a nourri les discussions dans l'hémicycle, c'est la question des souffrances psychologiques. Oui, Clément, rappelez-vous les 5 critères principaux. Les députés se sont aussi beaucoup interrogés sur la notion de souffrance physique
ou psychologique. Un ou qui dérange beaucoup le député Philippe Juvin. Pour lui, distinguer les souffrances mentales dans l'obtention d'une aide à mourir, c'est une véritable ligne rouge. Écoutez. Nous craignons qu'en incluant les souffrances psychologiques avec tout le caractère très subjectif de cette chose, eh bien, nous ouvrions la porte à des pathologies psychiatriques. Et ces pathologies psychiatriques, eh bien, elles sont ouvertes au traitement. Est-ce qu'un jeune adulte profondément dépressif pourrait demander à mourir et y être autorisé par la loi? On connaît maintenant la détresse de nos jeunes rongés par de nombreux problèmes de santé mentale. Mais rassurez-vous, le rapporteur a rappelé que les critères étaient cumulatifs et qu'une seule dépression, aussi grave soit-elle, ne sera pas éligible au droit à l'aide à mourir. Peu convaincu par la défense du rapporteur, un amendement du groupe Horizon est venu compléter ce critère comme suit. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir. Un amendement adopté par 90 députés contre 86. Voilà pour l'article 4, mais il reste encore 15 articles à discuter où, vous l'avez compris Clément, chaque mot a son importance capitale des mots pour tenter d'apporter des solutions à celles et ceux dont la quantité doit s'accorder avec la qualité de vie qu'il reste. Merci beaucoup Valérie Brochard pour ce compte-rendu très clair, très détaillé des débats dans l'hémicycle. On est sur un sujet très sensible qui relève de l'intime, qui dépasse parfois, je dis bien parfois, les clivages politiques habituels. On avait peur que les débats dégénèrent. Je commence par vous, Agnès Firmin-Lebaudot. Comment ça se passe à vos yeux ? Ça se passe bien. Je dis que sur ces sujets, la crainte, elle est toujours exprimée en amont des débats. Moi, j'étais plutôt assez sereine, d'abord parce que nous avons débattu déjà de nombreuses fois de ces sujets. Et puis l'expérience qui a été la mienne, notamment lors de la loi de révision de bioéthique sur les sujets de PMA et d'extension de la PMA aux femmes seules ou aux femmes en couple, on nous avait prédit des débats tumultueux, mais je pense que l'Assemblée s'honore de la qualité des débats, du respect, même si cela, parfois, se fait dans une certaine tension. Et je crois que c'est assez normal et c'est assez humain sur des sujets qui sont aussi difficiles. Et puis, nous travaillons quand même depuis un certain temps et longuement dans la journée. Donc, il y a un moment, j'allais dire, les nerfs lâchent un peu. La fatigue peut faire la fatigue mais vraiment, je tiens à le dire, nous honorons notre Assemblée de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Dommage, d'ailleurs, qu'on le fasse uniquement sur ces sujets de société, qu'on ne soit pas en mesure de le faire sur tous les sujets. Philippe Gosselin, vous partagez cet avis, ce ressenti, ce vécu ? Oui, tout à fait. Il y a eu quelques coups de chauffe. On en a eu un tout à l'heure en séance, une petite interruption de séance. Mais globalement, effectivement, ça se passe bien. Je ne peux pas dire le contraire et je ne cherche pas à farder la réalité. Il y a des échanges qui sont nourris, des positions qui ne sont pas nécessairement conciliables. Ça, c'est le débat démocratique. Mais sur la forme, globalement, ça reste tout à fait correct et globalement apaisé, et je le confirme. Emmanuel Hirsch, quel est votre regard sur ces débats vus de l'extérieur ? Est-ce que les députés vous semblent à la hauteur ? Est-ce qu'ils ont pris conscience, selon vous, de tous les enjeux éthiques ? Vous n'imaginerez pas que je vais, moi, juger les députés. Surtout quand samedi, ils étaient 461 hors du champ, évidemment, de la préoccupation qui était pour nous une préoccupation importante. Ce que j'estime, mais c'est très subjectif... C'est-à-dire vous leur reprochez de ne pas se mobiliser suffisamment en creux ? Je ne reproche pas, mais il y a beaucoup d'effets de manche, il y a beaucoup de politisation de ces questions, et je comprends que certains préfèrent ne pas être, j'allais dire, à voter par rapport à des questions aussi importantes. Mais je referme la parenthèse. L'objet de notre discussion, ce n'est pas de parler des députés. On a une représentation nationale, elle est ce qu'elle est. Elle s'illustre aussi en dehors de ces débats-là sur la fin de vie. Non, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est deux choses. D'abord, vous avez dans votre introduction parlé des mots. Et Agnès Firmin-Lebaudot, quand elle était ministre, avait voulu qu'on précise les mots. Il y avait même une commission qui avait été mise en place. On a une loi qui est sur les droits à mourir, d'une certaine manière, qui parle d'euthanasie et de suicide assisté. À aucun moment, on dit clairement les choses. Quel mépris pour la société française. Mais un deuxième point qui me frappe par rapport aux éléments que vous nous avez projetés il y a un instant, c'est en fin de compte, on est en train de disséquer avec, j'allais dire, une certaine forme de maladresse, parce qu'on voit qu'on est dans des éléments extrêmement sensibles, très subjectifs. On dissèque la question de la personne qui est malade, qui est atteinte de maladies psychiatriques. La question des souffrances. Des souffrances. Mais avant de disséquer la fin de vie et les conditions de la fin de vie de ces personnes, occupons-nous aussi de leur vie au quotidien. Et ce que je trouve alors indécent d'un point de vue politique, c'est qu'alors que notre système de santé est extrêmement fragilisé, que vous avez des gens, personnes âgées et autres, qui restent quelquefois des semaines aux urgences sans suivi,
On est en train de se préoccuper, comme de notre urgence politique supérieure, le monde s'effondre, et la seule préoccupation, c'est de savoir de quelles conditions on va euthanasier des personnes. Vous ne pouvez pas dissocier le débat qui a lieu aujourd'hui de celui qui a eu lieu la semaine dernière sur la question de l'accès aux soins palliatifs. Ça n'a rien à voir, on n'est pas préoccupé de la fin de vie des gens. Parlons aussi de la vie des personnes qui sont dans les EHPAD, qui sont dans les cliniques psychiatriques. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit aujourd'hui le côté indécent, et alors quand vous regardez, et je termine sur ce point, les amendements qui ont été rejetés aujourd'hui pour des personnes qui sont en situation d'autisme, pour des personnes qui sont atteintes de maladies psychiatriques. C'est-à-dire quand on voit la série des amendements qui ont été rejetés comme ça, d'un geste de la main, et qu'on se dit ce que ça signifie pour ces personnes, pour leur famille, on est en train de fragiliser à la fois les personnes concernées et tous les professionnels à leur côté. Alors donc, est-ce que je suis content ? Je n'ai pas à juger, mais vous n'avez pas l'air, vous entendre. entendre. Catastrophe. On a compris. Il y avait vraiment d'autres priorités aujourd'hui. Michel Lévy-Soussan, votre regard à vous et peut-être votre réponse à Emmanuel Hirsch. D'abord, merci de cette introduction et de cette invitation, et prendre soin des mots est une priorité. Et je me réjouis qu'on n'ait pas retenu les termes de euthanasie qui sont si souvent dévoyés dans un populisme ambiant d'euthanasie, enfin de toutes sortes de déclinaisons, ni de suicide assisté. Comment on peut mener des politiques publiques pour prévenir le suicide et qualifier de suicide assisté alors que ça n'a absolument rien à voir dans le contexte. Donc je pense que c'est très important d'avoir la prudence, la vigilance, de revenir aux réalités sensibles de ce que vivent ces personnes atteintes d'affections graves, incurables, et qui demandent une aide à mourir. Et je me réjouis d'entendre de la part de nos députés que le climat était serein, même si bien sûr il y a des débats parce que c'est très important pour demain, pour ce qui va se passer dans la relation de soins. Alors que parfois, qualifié d'indécence, ce qui se passe, ça me paraît mettre en danger la relation de soins de demain, quand on sait qu'une majorité des citoyens se sont exprimés en faveur de ce nouveau droit et qu'aujourd'hui, les professionnels qui s'expriment fortement se disent violemment hostiles, comme ils l'étaient en 2016 par rapport à la sédation profonde continue jusqu'au décès. Et on était sur les mêmes plateaux ensemble et vous étiez déjà hostiles. Aujourd'hui, ces mêmes personnes disent qu'ils ne veulent absolument aucun changement et garder cette sédation qui n'a pas été mise en œuvre. Sédation profonde et continue mise en place par les lois Claes. Enfin, la loi Claes. Donc je pense que c'est très important effectivement d'avoir tout le soin apporté aux soins, y compris dans nos mots aujourd'hui sur ce plateau. On va rentrer dans le fond du débat sur ces 5 critères, si vous le voulez bien. Et celui qui a le plus mobilisé les députés, on l'a vu avec Valérie Brochard, c'est la définition du stade de la maladie. Il faut être atteint d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. Je me tourne vers vous, Michel Lévy-Soussan. Cette formulation, elle vous convient mieux que la précédente, celle qui évoquait un pronostic vital engagé à court et moyen terme ? C'était le... Oui, ce critère temporel, j'étais dans le groupe de travail de la Haute Autorité en Santé qui a été saisi par la ministre pour se prononcer. Eh bien, l'examen de la littérature, selon la méthode, la Haute Autorité en Santé, atteste de l'impossibilité de définir individuellement, au cas par cas, un pronostic engagé à moyen terme. C'est-à-dire de donner une temporalité dans le pronostic. Donc il était tout à fait important, à partir de là, que l'on dise ce qu'il en était de cette difficulté-là, et pour autant, ce qu'il en est de la façon d'appréhender cette demande d'aide à mourir dans un processus délibératif, structuré, dans un accompagnement. Emmanuel Hirsch, vous êtes satisfait de cette définition qui a été apportée par la Haute Autorité de Santé ? Est-ce que ça permet de sortir d'une impasse selon vous ou pas ? S'il faut trouver des critères de minutie pour nous rassurer, on est en train, effectivement, et c'est assez curieux parce qu'on voit le projet de loi initial, on voit comment on avance. Juste un point, je vais vous répondre. Je dirais à Michel Lévy-Soussan, j'ai jamais été opposé à rien. Parce qu'à titre personnel, je ne sais pas ce que je souhaiterais le jour où je serai confronté. Moi, je parle d'un point de vue observateur et je dis qu'il y a des lignes qui sont des lignes routes qui sont aujourd'hui dépassées, notamment par rapport aux situations de vulnérabilité. Mais j'en reviens, puisque par rapport à votre question, à ce que vient de dire Michel Lévy-Soussan, un des points majeurs, c'est la collégialité et c'est la construction d'un projet avec une personne dont on sait, pour certaines maladies, que malheureusement, à la fin, ça se terminera dans des conditions très difficiles. Et donc, c'est la question de l'anticipation. Et ce qui me frappe aujourd'hui, d'un point de vue citoyen, c'est que des personnes qui n'avaient pas à se poser la question « est-ce que je relève ou pas
de l'euthanasie, du suicide assisté, se la pose. D'accord ? Ça, c'est déjà un point qui est pour moi très, très péjoratif. Et deuxième point par rapport aux critères de minutie, comme on sait qu'ils sont très subjectifs, moi, je suis plutôt pour la relation de soins avec une personne qui se construit, mais sans avoir à tout anticiper. Et ce que les soins palliatifs nous ont démontré, c'est que la personne évolue. Elle évolue, y compris dans ses directives anticipées, pour autant qu'elle les ait exprimées et souhaitées. Je pense que ce qui est le plus grave de cette approche parlementaire qui devait nous permettre une voie à la française, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà plus excessif que les pays qui ont légiféré en 2001 et 2002. Donc je ne vois pas de quelle manière on pourra réguler quoi que ce soit. Peut-être qu'Agnès Firmin-Le Baudot peut réagir à ce que... On nous parlait d'une loi équilibrée, et pour l'instant, les gens qui vivent le déséquilibre, c'est les personnes les plus menacées. Donc d'avoir été aujourd'hui, et je termine sur ce point... Il faut que la parole circule, je suis désolé. Oui, je suis d'accord, mais je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Je me permets donc, puisque vous m'invitez, de dire on n'a jamais eu le sentiment que les personnes vulnérables n'ont été aussi menacées. Si c'est une bonne loi, à partir de ce moment-là, je me pose des questions sur la vie de notre démocratie. Agnès Firmin-Le Baudot, qu'est-ce que vous répondez à ces différents points ? Permettez-moi tout d'abord de dire tout le respect que j'ai pour les travaux de M. Hirsch sur l'éthique, mais je ne peux pas laisser dire l'indécence qu'il y aurait à débattre en ce moment de ce sujet qui est attendu depuis très longtemps par 75% de nos concitoyens qui partagent le même point que M. Hirsch. En tant que personne en bonne santé, je ne saurais pas comment je réagirais. Ce que je souhaite, c'est avoir le choix. C'est ça que nous disent nos concitoyens. Et donc, il nous faut travailler sur ce sujet. Et donc, il n'y a pas d'indécence à travailler sur ce sujet, tout en continuant à travailler sur ce qui nous occupe et nous préoccupe. J'allais dire, accompagner nos personnes les plus vulnérables. Et je ne peux pas non plus laisser dire que cette loi est faite pour les personnes les plus vulnérables. Certainement pas. Vous connaissez mon engagement pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Et jamais, jamais, je n'aurais souhaité porter une loi qui incite ou qui invite ces personnes à demander la mort, jamais. Donc maintenant, je reviens sur la question. Les critères d'éligibilité, ils sont, à mon sens, assez stricts. Ils font de notre pays l'un des pays où l'aide à mourir sera la plus encadrée, avec les amendements qui ont été votés dans l'hémicycle, qui nous permettent de revenir à un certain équilibre. Pour revenir sur l'avis de la Haute Autorité de Santé, je pense qu'il est important d'insister sur le mot processus irréversible. Ça veut dire que la mort est là. Elle est là, et souvent, quand on dit ça, ça veut dire que le médecin a dit au malade « on ne peut plus rien faire ». Voilà. Moi, je regrette que la temporalité ne soit pas exprimée. Il y a des pays qui ont exprimé la temporalité, l'Autriche, la Nouvelle-Zélande. Ce sont les médecins eux-mêmes qui disent qu'il est vraiment compliqué pour eux. On ne peut pas dire que ça n'existe dans aucun pays, c'est pas vrai. Ça existe dans certains pays. Mais moi, ce qui m'importait, c'est qu'on réduise le champ qui avait été ouvert lors de la commission. Je pense que cette loi, elle doit être faite pour les personnes dont on sait que la mort est là. Et donc, de manière irréversible, me paraît être au moins un critère qui permet de restreindre ce qui avait été fait dans la commission des affaires sociales. Philippe Gosselin, on ne vous a pas encore beaucoup entendu. Non, parce que vous ne m'avez pas donné la parole. Je vais la prendre, je sens que ça va être mon tour. Ça y est, enfin. Allez-y. Sur tout ce qu'on a évoqué. Déjà, cette question du critère, de la définition de la phase avancée au terminal. Est-ce que cette définition de la Haute Autorité de Santé, elle vous rassure d'une certaine façon ou pas ? Alors, tout d'abord, deux, trois petits points sur la sémantique, puisqu'on a parlé beaucoup des mots. Moi, je fais partie de ceux qui regrettent qu'on ne nomme pas les choses. L'aide à mourir, oui, mais précisons les choses. Il y a quand même bien un suicide assisté ou le recours à l'euthanasie. Les mots ont un sens et je crois qu'il faut quand même le rappeler. À force de vouloir mettre la poussière sous le tapis, on ne dit pas les choses. Premier point. Deuxième point, on est dans un débat... et c'était le cas tout à l'heure avec l'article 4 et les conditions que nous évoquons, un débat finalement qui se voudrait ou qui se réduirait à des aspects techniques. Je trouve ça un peu inquiétant d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous entendez par là, des aspects techniques ? Parce qu'il faut telle et telle condition. Il y a les 5 conditions cumulatives et je trouve que c'est un débat très technique dans lequel on s'enferme. Mais ce qui n'est pas nécessaire, ce il faut sans doute des critères, mais à partir du moment où on a ouvert la porte, effectivement, on ne peut que rentrer dans des débats techniques. On fait plus ou moins que la Belgique, on fait mieux ou moins bien que l'Autriche, etc. Et je crois qu'en réalité, il y a un débat un peu plus philosophique, anthropomorphique, sur ce qu'est la vie, la mort et le rapport à la mort,
qu'on met un peu sous silence, et c'est ce que je trouve très gênant, ce débat, comme un certain nombre d'autres intervenants. Alors, et c'est le point de départ d'une incompréhension et d'une vraie difficulté. Et vous avez évoqué, docteur, tout à l'heure, la possibilité de lutter contre le suicide, etc. Et je ne mets pas en cause ces politiques publiques, sauf qu'il y a quand même une ambiguïté. Je rappelle aussi qu'un certain nombre de soignants, au-delà des sondages qu'on nous présente ces derniers temps, ne sont pas très enthousiastes. Et une dérive qui me paraît assez inquiétante, c'est qu'on considère, et c'est quand même ce qui ressort un peu d'une partie des débats de ces derniers jours, on considère que finalement, cette aide à mourir est une forme de prolongement du soin. Non, je crois que ce n'est pas exactement la même chose qu'un soin ordinaire, classique, et c'est aussi un élément qu'il faut. Alors, vous voulez réagir, et après on va écouter un témoignage. Je sais que sur ce point-là, on ne sera pas nécessairement d'accord avec Agnès Firmin-Lebaudot. Peut-être Michel Lévy-Soussens. Oui. Peut-être rappeler que la médecine évolue, et vous le savez sans doute, plus de la moitié des décès en réanimation sont consécutifs à une décision d'arrêter les supports de maintien artificiel en vie. Donc c'est une mort qui est médicalement programmée et accompagnée auprès de la famille, des proches. Vous avez peut-être entendu ce jeune médecin cardiologue qui fait le tour de France pour parler de sa souffrance et de la souffrance des soignants dans l'accompagnement quotidien de la fin de vie, qui est une épreuve humaine, mais c'est aussi un socle anthropologique commun. Il y a aussi tant d'aidants. Il y a un citoyen sur 4 qui a accompagné un proche en fin de vie. Donc vous avez parfaitement raison de le rappeler, les enjeux, ils sont absolument essentiels et ils ne sont pas escamotés, ils ont été travaillés, y compris à la Convention nationale citoyenne, qui était de grande qualité à cet égard. Mais ce que je voudrais vous dire, ce sont les patients qui m'ont fait évoluer dans le soin et qui m'ont fait considérer ce continuum entre un engagement, une présence dans l'accompagnement de la personne affectée par une maladie grave, incurable, évoluée. Et lorsque sa souffrance reste intacte, qui n'est plus apaisée par les soins palliatifs, qui peuvent être prodigués dans les meilleures conditions, dans un environnement socio-familial bon, et malgré tout, cette souffrance reste intacte. Ces patients sont peu nombreux, et bien sûr, nos enjeux de santé publique aujourd'hui sont essentiels, mais il ne faut pas confondre, il ne faut pas mettre l'un à la place de l'autre. Et voilà, il faut pouvoir entendre ces patients. J'aimerais précision, parce qu'on est à l'Assemblée nationale, les mots doivent être précis. On parle de réanimation. Sur la chaîne parlementaire. Voilà. Les mots doivent être précis. Les limitations et arrêts de traitement de thérapeutique active en réanimation, c'était contre l'obstination déraisonnable. C'est la loi Leonetti d'avril, rappelez, donc 2005. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on comprend la notion d'obstination déraisonnable. Et c'est là où il y a un point majeur, me semble-t-il, c'est la collégialité et la participation de la personne à une prise de décision. Alors quand on voit aujourd'hui que les parlementaires ont rejeté les amendements sur les personnes atteintes d'autisme, atteintes de maladies psychiatriques, et que la souffrance psychiatrique est considérée comme quelque chose qui ne relève pas d'une expertise médicale, on voit à quel type de danger on va être exposé. Et c'est ce qui a été voté aujourd'hui. Non, monsieur Hersch, il faut préciser les choses. Non, on ne peut pas vous laisser dire ça. D'abord, au moment où ces amendements ont été débattus, il s'agissait d'établir les critères d'éligibilité. On ne peut pas mettre une liste de maladies, j'allais dire, interdites, parce que le risque serait d'en oublier, et la stigmatisation. Et je crois que ça a été très bien expliqué par mon collègue Sébastien Pétavy. Enfin, l'autodétermination, je sais que vous y êtes très, très sensible, de la personne en situation de handicap. À partir du moment où elle est une maladie incurable, qu'elle a son discernement, que sa volonté libre et éclairée est exprimée, pourquoi, sous prétexte d'une pathologie et d'un handicap, on lui interdirait l'accès à l'aide à mourir ? Monsieur Hirsch, vous ne pouvez pas. Alors pourquoi avez-vous refusé tous les amendements de précaution par rapport à des personnes qui avaient des... Ce ne sont pas, pourquoi vous avez refusé on ne peut pas lister qu'un psychiatre puisse assister mais ce à une sera dans la procédure. Mais non, mais tout ce ça, sera dans la procédure, on n'est pas dans les critères d'éligibilité. La procédure, c'est l'article 6, 7 et 8 qui arrivent. C'est tellement réducteur aujourd'hui qu'on peut s'inquiéter de ce que ça va être la suite. Mais non, alors on ne fait pas le débat avant le débat, on va éviter. Exactement, c'est après. J'aimerais qu'on entende le témoignage d'une patiente, elle s'appelle Monique, c'est une ancienne soignante, elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative, la leucoarraïose. C'est une maladie qui, pour l'instant, pour elle est vivable, mais elle a entamé une démarche de demande anticipée d'euthanasie en Belgique pour pouvoir déclencher rapidement la procédure quand son état déclinera. On l'écoute.
Je souffre d'une maladie neurodégénérative évolutive et inéluctable. Je veux préparer ma fin de vie, c'est-à-dire que je veux partir en Belgique pour demander une autorisation anticipée d'euthanasie. J'ai dirigé des services avec plus de 300 personnes. Je ne me vois pas dans un lit, je ne veux pas qu'on me fasse manger, qu'on me change. Je ne veux pas devenir incontinente. Ça, je le refuse absolument. Mais ça, c'est la propre idée de ma dignité que j'exprime. Agnès Firmin-Lobaudot, si on comprend bien la situation de cette patiente, sa demande prend la forme d'une directive anticipée. Ça veut dire qu'elle n'entrerait pas dans le cadre de la future loi dont vous débattez actuellement. Pourquoi est-ce que vous refusez les directives anticipées ? D'abord parce qu'il y a parmi ces fameux critères débattus à l'article 4, la volonté libre et éclairée du malade. J'avais essayé de déposer un amendement qui, au moment de la demande, je pense qu'il est important qu'on puisse vérifier que la demande du malade soit bien sa demande propre au moment de la demande. Et je tiens aussi à la réitération tout au long de la procédure jusqu'au moment de la pratique du geste. Ça me semble être une condition pour moi absolument nécessaire. Et donc, les directives anticipées, dans ce cas-là, ne peuvent pas être mises en application parce qu'elles réduiraient à néant cette condition d'éligibilité qui est la volonté libre et éclairée du malade. Ça me semble être absolument, pour moi, nécessaire. C'est un débat que nous avons dans l'hémicycle. Ça veut dire que c'est une autre loi que nous pourrions voter. C'est pour le coup un point de vue que je défends. Peut-être votre point de vue à vous, Philippe Gosselin, puis après on va avancer, si vous le voulez. Si le texte doit être voté, et on peut le supposer compte tenu de la teneur des débats, je crois qu'effectivement il est important de rappeler à minima ce consentement libre, éclairé. La question s'est posée très clairement pour des maladies effectivement neurodégénératives. On peut penser à Alzheimer et d'autres. Et il paraît vraiment important qu'on puisse avoir cet acte de volonté. Mais vous voyez bien que quand on commence à rentrer dans la technique, on conforte le mécanisme, donc c'est toute la difficulté, mais pour essayer à la limite de faire le moindre mal, mais ça me paraît au moins quelque chose de plus acceptable, qui est cette réitération. Et il y a un autre aspect aussi, et je trouve qu'au moins sur ce plan-là, on l'a échappé belle, entre guillemets, et je sais que mon propos peut paraître provoque pour certains, mais ce n'est absolument pas ce que je souhaite faire passer, c'est sur la souffrance psychologique. Voilà, la souffrance psychologique seule ne peut pas être... Mais alors justement, je voulais vous entendre là-dessus, parce qu'on a entendu Philippe Juvin pendant la présentation par Valérie Brochard. Je ne comprends pas exactement ce qu'il veut dire. Je suis désolé, parce que les critères, ils sont cumulatifs. Il faut avoir une maladie grave, incurable, en phase avancée ou terminale. On n'est pas sur une simple dépression de quelqu'un. Justement, c'est ce que l'on veut absolument éviter. Et si tous les critères sont cumulatifs... si tous les critères sont cumulatifs... À quoi bon rajouter encore un amendement de plus pour... Il s'agit effectivement de cadrer les choses. En réalité, tout le monde a en tête ce qui s'est passé il y a quelques cas. Je ne prétends pas que ce sont des centaines de cas, mais en Belgique, on a eu quelques cas, et notamment un cas particulièrement frappant d'une jeune femme de 23 ans qui était... ressortie, non pas indemne, parce que psychologiquement, justement, elle était très atteinte par des attentats, et il y a quelques mois, elle a été autorisée donc à pouvoir bénéficier de l'aide à mourir. Et effectivement, alors très vite, il est important. Très vite sur ce sujet, Emmanuel Hirsch et un pays qui nous a présidé et qui aujourd'hui a diffusé la culture des soins palliatifs qui sont considérés de l'euthanasie. Elle a aussi des soins palliatifs, c'est le Canada aujourd'hui. Et ils ont mis un moratoire sur toute avancée en matière de psychiatrie. Ils ont mis en place une commission, tout le monde peut regarder ce travail, en disant que c'est un domaine extrêmement sensible. Et on le voit quand on regarde maintenant les commissions de contrôle, notamment aux Pays-Bas et en Belgique, que cette zone floue de la capacité décisionnelle d'une personne qui, quelquefois, pourrait être traitée médicalement. Et vous voyez, ce qui m'a énormément stupéfait, je termine, c'est très révélateur, y compris dans l'approche précédente, c'est qu'on a réfuté totalement la parole des psychiatres.
Parce qu'effectivement, on doit respecter la personne dans son autonomie et la souffrance ne doit pas être évaluée d'un point de vue psychiatrique. Quand vous savez que la quasi-totalité des personnes dans le grand âge sont atteints de souffrances psychologiques, psychiatriques, qui expliquent quelquefois quelques suicides, je pense qu'il y a un paradoxe et on va très très vite. On est dans quelque chose, il y a une promesse présidentielle, il y a une espèce de promesse électorale qui, à mon avis, est tellement distante de ce que les gens souhaitent aujourd'hui. Et d'un mot, Michel Lévy-Sousan, parce que j'aimerais poser une dernière question, si vous le voulez bien, parce qu'on arrive au terme du débat. Mais la loi est très normative. Et vous voyez déjà, vous avez dans les lieux où je travaille, des gens qui disent de toutes les manières, le suicide, ça va passer, l'euthanasie, ça va passer. C'est ça la réalité. Bon, d'un mot. D'un mot. Je trouve que M. Juvin nous ramène très loin en arrière, parce qu'aujourd'hui, la souffrance, quand on est atteint d'une maladie grave, incurable, évoluée, c'est le total pain des soins palliatifs. C'est très difficile de faire la part entre une souffrance physique et psychique. Donc vraiment, ce point-là me paraît tout à fait loin de ce que vivent les patients en situation. L'autre chose, c'est faire quand même peu cas du soin psychiatrique aujourd'hui et des patients de psychiatrie, d'agiter la peur comme ça qu'ils ne seront plus accueillis avec leurs troubles psychiques et qu'ils seraient assimilés à un cadre tout à fait différent qui est évoqué par cette loi. Et vraiment, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse peur à nos concitoyens d'une manière qui serait très délétère pour la relation de soins demain. Ils n'ont qu'à suivre les débats de cet après-midi en rediffusion. Une dernière question pour vous, Agnès Firmin-Lebaudot, sur la question de l'auto-administration de la substance létale. En commission, les députés avaient décidé de laisser le choix aux patients. Dans l'hémicycle, le principe a été rétabli de l'auto-administration et puis l'exception sera pour ceux qui ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes, de demander à un tiers. Vous teniez particulièrement à ce point. Pourquoi ? J'y tenais parce que ça fait partie, pour moi, de la ligne de crête sur laquelle nous pouvons avancer sur ce sujet de l'aide à mourir. La liberté de choix laissée aux malades, sous certaines conditions, de demander l'aide à mourir, doit respecter la liberté du soignant de pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. C'est ce que nous dit d'ailleurs le dernier sondage sorti sur les professionnels de santé qui souhaitent accompagner, notamment à domicile, leurs malades jusqu'au bout, mais qui ne souhaitent pas avoir à faire le geste. Je pense que c'est compliqué. Les gens qui préfèrent l'hétéro-administration comme étant la règle disent pour le malade, c'est compliqué. Mais il faut se mettre aussi à la place du soignant. Mais c'est quand même la question que j'allais aussi vous poser. C'est qu'il faut beaucoup de courage pour faire ce geste-là. Déjà, il faut beaucoup de courage pour demander l'aide à mourir. Voilà. Est-ce que ce n'est pas ajouter une souffrance supplémentaire aux patients qui se lancent dans cette démarche lourde ? Non, ce n'est pas une souffrance supplémentaire. Je pense que d'abord, ce sera expliqué dès le départ aux malades et qu'il sera accompagné puisque un professionnel de santé sera à ses côtés. Il sera accompagné jusqu'au bout. Ça, c'est ce qui fait notre modèle français et la différence de ce qui passe à l'étranger, notamment en Oregon ou en Suisse. C'est la fin de ce débat. Juste d'un mot à vous deux députés. Les délais seront tenus. Vous pensez que le vote commun sur les deux textes, soins palliatifs, aide à mourir, le 27 mai, ce sera tenu ? Ça me paraît vraisemblable, effectivement. Bon, on suivra cela sur l'antenne d'LCP. Merci encore à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Ça vous regarde. On reçoit à présent un des grands défenseurs des libertés publiques, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Bonsoir Patrice Spinozzi. Bonsoir. Vous venez de publier « Menaces sur l'état de droit, comment préserver nos démocraties ». Marion Becker nous en dit plus. Si on vous invite, Patrice Spinozzi, c'est pour cet avertissement que vous lancez sur la fragilité des démocraties occidentales. Dans Menaces sur l'état de droit, vous avez analysé la vague populiste, un phénomène mondial qui frappe jusqu'à nos portes et pourrait bien nous toucher. Vous y détaillez la mécanique de ces fausses démocraties menées par des gouvernements que vous qualifiez d'illibérales. La conduite du pouvoir par un gouvernement illibéral entraîne toujours de nombreuses atteintes aux libertés individuelles par des réformes structurelles qui viennent saper durablement les fondements de l'état de droit dans ces pays. Exemple à l'appui aux États-Unis, avec en quelques mois le démantèlement des protections constitutionnelles par Donald Trump, ses attaques contre la justice. Nos prédécesseurs ont transformé ce ministère de la Justice en ministère de l'injustice. Mais je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous dire que cette époque est révolue, qu'elle ne reviendra jamais. Elle ne reviendra jamais. Plus proche de nous, en Hongrie, les mêmes attaques par Viktor Orban. Et surtout en Italie, ce laboratoire d'une tentation illibérale française, comme vous la nommez.
Giorgia Meloni y a pris la main sur les médias avec la nomination de ses proches à la télévision publique et a lancé des réformes contre l'indépendance de la justice. Partout, ces leaders populistes, une fois au pouvoir, cassent l'état de droit pour asseoir leur pouvoir. Et vous nous alertez, cela pourrait bien nous arriver par un populisme de droite ou de gauche. Alors, c'est le but de votre livre, vous nous appelez à un sursaut massif et collectif, par les urnes et par l'implication de chacun dans la défense de nos libertés et de nos institutions, Patrice Spinozzi, pour ne pas tomber, nous aussi, dans le piège du populisme. Bonsoir Patrice Spinozzi. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Alors le message de votre livre, il est clair, hein. Les populistes menacent l'état de droit en France. Alors vous les classez en 3 familles, les populistes de droite, de gauche, et alors il y a une dernière famille, les populistes de lâcheté ou d'opportunisme. Alors qu'est-ce qui distingue ces 3 familles? Alors le populisme, on le définit classiquement comme l'opposition ou l'instrumentalisation de l'opposition entre d'un côté le peuple, ou en tout cas sa supposée volonté, et de l'autre une forme d'élite. Et cette élite, ça va être une élite administrative et intellectuelle pour le populisme de droite, ça va être une élite économique et d'argent pour le populisme de gauche. Et donc ça, c'est les 2 grandes familles du populisme qui sont globalement représentées chez nous en France, pour l'essentiel par le Rassemblement national pour le populisme de droite et par LFI pour le populisme de gauche. Et puis au milieu de ça, il y a effectivement ce que j'appelle un peu un populisme de circonstance, un populisme de lâcheté, qui est représenté par des familles politiques qui sont des familles politiques républicaines, classiques, la droite, la gauche classique, mais qui a été sensible, pour des raisons essentiellement électoralistes, au discours des populistes de droite ou de gauche, et qui les ont introduits, en réalité, dans le débat public, et qui ont donc permis aujourd'hui à ces populistes de droite ou de gauche d'avoir droit de cité sur un certain nombre de sujets. Alors vous prenez par exemple, vous appuyez sur la dernière loi immigration pour caractériser ce populisme de lâcheté. Pourquoi? Expliquez-nous. Alors, c'est assez clair. La dernière loi immigration, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, contenait un très grand nombre de dispositions dont le gouvernement, et donc les personnes qui étaient en charge et en responsabilité, avaient parfaitement connaissance juridiquement qu'elles étaient susceptibles d'être inconstitutionnelles. Et un chef de l'État conscient de ses responsabilités, un gouvernement conscient de ses pouvoirs, aurait dû bloquer cette loi en disant non, on ne peut pas voter, on ne peut pas voter cette loi parce qu'elle est inconstitutionnelle. Et là, on a eu un gouvernement qui a dit bon, je vote la loi parce que c'est la volonté du Parlement et je laisse le Conseil constitutionnel, en toute connaissance de cause, le soin de censurer cette loi. Et ce faisant, en fait, le gouvernement crée lui-même des conditions d'une opposition entre les extrêmes et les juges, le Conseil constitutionnel, puisqu'évidemment, les extrêmes vont dire c'est anormal que le Conseil constitutionnel censure une loi qui a été votée largement par l'Assemblée. Dans votre livre, vous décortiquez ce qui s'est passé dans plusieurs démocraties qui sont devenues illibérales. Alors il y a la Hongrie, dont on parle souvent, l'Italie, la Russie, les États-Unis. Quels sont les points communs à ces différents pays? Alors, il y a une montée du populisme en Europe et en Occident. Et j'écris ce livre, d'ailleurs, parce que je veux avertir les Français de ce que ce risque qui existe, il est susceptible de se caractériser chez nous. Et on en a l'illustration. On a vu ce qui s'est passé en Hongrie, depuis maintenant 15 ans avec Viktor Orban, où on a une démocratie illibérale. La démocratie illibérale, c'est cette fausse démocratie. C'est une démocratie qui se donne l'apparence de la démocratie, mais qui, très concrètement, prive les citoyens d'un certain nombre de libertés. Et surtout, l'exemple le plus frappant, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment aux États-Unis, où on voit quand un leader populiste arrive au pouvoir et qu'il a la volonté de mettre à bas l'état de droit, à quelle vitesse c'est susceptible d'aller, alors même que... Vous dites la première chose auquel il s'attaque, ce sont les juges. Les populistes, ils s'attaquent systématiquement au contre-pouvoir. Le principe du populisme, c'est le refus de la contradiction. On ne veut pas être contredit quand on est populiste. Donc, les 2 cibles naturelles du populisme, c'est d'un côté la justice et de l'autre les médias, c'est-à-dire vous, nous 2 en fait. Moi, je représente la justice et vous les médias. Et parce que nous sommes indépendants, parce que nous avons une liberté de ton et une possibilité de critiquer le gouvernement et de nous opposer au gouvernement, nous sommes les cibles privilégiées des populistes. Alors vous affirmez et vous démontrez que la France n'est pas à l'abri de cela. Et d'ailleurs, je me disais que vous auriez pu intituler votre livre « Petit manuel du parfait autocrate » parce que vous donnez toutes les recettes avec en sous-titre « Pas besoin de changer la loi, tous les outils sont là ». Oui. C'est ce que vous montrez en fait. C'est ce que j'essaye de démontrer, effectivement. Et c'est bien
que j'évoquais tout à l'heure, ce dont on parlait, cette sorte de populisme de lâcheté, a fait qu'aujourd'hui, on a laissé en fait entrer dans notre législation, par facilité, un très grand nombre de dispositions, qui sont des dispositions qui sont aujourd'hui susceptibles d'être attentatoires à nos libertés. Par exemple, à nous vous tous. avez des exemples très clairs. Par exemple, on a... Après, un des creusets du populisme, c'est les états d'urgence. Donc on a eu des états d'urgence, il en est resté quelque chose. Qu'est-ce qui reste des états d'urgence? Il reste par exemple les périmètres de sécurité. Les périmètres de sécurité, c'est la possibilité de décider que dans un périmètre particulier, on va pouvoir arrêter les gens, fouiller les gens et vérifier quelle est leur identité. Eh bien, cet élément, il va être susceptible d'être dénaturé et utilisé par des populistes pour faire du contrôle de la population. Les assignations à résidence aussi. Les assignations à résidence, c'est la possibilité d'imposer à quelqu'un, sans qu'il y ait un juge préalablement les autorisé, de rester chez lui pendant la majeure partie du temps. Cela peut être utilisé à l'encontre d'une personne qui serait un opposant politique, qui serait un opposant juridique et qui gênerait le pouvoir. Et donc c'est ce type de dérive auquel on est susceptible d'être confronté. Et vous évoquez aussi les pouvoirs constitutionnels du président de la République, tout simplement. Oui, bien sûr. Le président de la République, il a un certain nombre de pouvoirs qui sont de deux ordres. D'abord, il a un fort pouvoir de nomination. Il nomme un très grand nombre de hauts fonctionnaires et donc il va pouvoir, mais comme ça a été le cas avec Donald Trump dans un système de spoil system, il va pouvoir changer un certain nombre de personnes qui sont des personnages clés de l'État, c'est une des techniques habituelles du populiste, et puis aussi, il a la possibilité de provoquer le référendum. Et on sait bien que le référendum, c'est une arme qui est une arme habituellement utilisée par les populistes, justement pour essayer d'opposer la volonté du peuple à celle des juges lorsqu'ils représentent l'état de droit. Si on s'intéresse un peu à l'actualité de ces derniers mois, de ces dernières semaines, on a vu par exemple un Premier ministre, François Bayrou, qui s'est dit troublé par la décision des juges qui ont condamné Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Le trouble du Premier ministre, il vous trouble, vous ? Comment vous il me trouble, moi, bien sûr. Je trouve ça troublant que le Premier ministre soit troublé par une décision de justice. Parce que, ce faisant, en fait, il alimente une incertitude sur l'autorité judiciaire. Et le trouble de François Bayrou n'est rien par rapport à la levée de bouclier considérable qui a provoqué, en particulier à droite et a fortiori à l'extrême droite, la décision qui a été rendue par les juges concernant Marine Le Pen. Une démocratie bien ordonnée est une démocratie où fonctionne la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire la distinction entre d'un côté le judiciaire, de l'autre l'exécutif et le législatif. Et cette séparation des pouvoirs, elle ne fonctionne qu'à partir du moment où les pouvoirs se respectent les uns les autres. Donc partir du moment où vous avez un exécutif qui critique le judiciaire, nécessairement vous faites le lit du populisme parce que vous cassez le respect de la séparation des pouvoirs. La droite a choisi ce week-end Bruno Retailleau comme nouveau président. Il y a quelques mois, il estimait que l'état de droit, je le cite, n'est pas intangible ni sacré. Ça veut dire quoi pour vous Ça veut dire que Bruno Retailleau incarne une droite populiste, dangereuse pour l'état de droit? J'ai envie de vous dire, dans le combat qui vient de se passer ce week-end entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, la question de l'état de droit était évidemment évoquée, et globalement, Bruno Retailleau était plus modéré que son adversaire, puisque Laurent Wauquiez, lui, a carrément ciblé l'état de droit comme étant l'homme à abattre lors de sa présidence. Donc, on voit bien que, non, on est d'abord entré en campagne, hein, ça c'est très clair, et qu'il y a une volonté à droite d'être dans une sorte de surenchère dans les propositions. Et dans cette forme de surenchère, il y a une prise de position sur le maintien de l'état de droit. Et aujourd'hui, l'état de droit est vu comme un facteur bloquant. C'est-à-dire que C'était la question que j'allais vous poser. Oui. C'est-à-dire, il dit aussi, quand le droit ne protège plus, il faut le changer. Oui. Est-ce que là, il ne met pas le doigt sur le cœur du problème, le fait que pour beaucoup de gens, aujourd'hui, l'état de droit n'est pas perçu comme une protection collective, mais au contraire comme un empêchement d'agir. Mais moi, je comprends évidemment. Et pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que les gens ont l'impression que les choses n'avancent pas. Les gens ont l'impression qu'on n'arrive pas à transformer et à changer la France. Mais ce n'est qu'une impression pour vous, ou ce n'est pas une réalité ? C'est une réalité, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pointe du doigt le mauvais responsable. C'est-à-dire que les hommes politiques en profitent pour dire, si nous ne pouvons rien faire, c'est à cause de l'état de droit. Ça n'est pas vrai. L'état de droit est un facteur de protection. Les juges sont là pour garantir les libertés. Et il faut bien comprendre quelque chose, et je pense que les gens, parce qu'il y a des gens qui sont évidemment prêts à voter pour des partis populistes, sinon on ne serait pas là en train d'y discuter. Moi, je dis à ces gens que le populisme
est susceptible de leur nuire parce qu'il aboutira à ce qu'ils soient eux-mêmes privés de leur liberté. Et je pense qu'ils sont plus attachés à la liberté qu'ils ne veulent bien le penser. Et il faut bien se souvenir d'une chose, c'est que c'est par l'état de droit que l'Europe est restée unie et forte depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons bâti cette liberté et nous avons obtenu cette liberté grâce à l'état de droit. Et remettre en cause l'état de droit, c'est prendre le risque de perdre cette liberté et c'est potentiellement prendre le risque de ramener la guerre au cœur de l'Europe, alors même qu'elle a été préservée de cette guerre grâce à la structure de l'état de droit. Par exemple, vous, hier, en tant qu'avocat, vous avez obtenu une belle victoire, j'ai envie de dire, face à Gérald Darmanin, qui voulait interdire les activités ludiques dans les prisons. Et vous l'en avez empêché. Vous avez obtenu une censure de sa circulaire administrative. Alors, je disais, c'est une belle victoire pour vous, mais est-ce qu'en faisant cela, vous n'avez pas fragilisé l'état de droit dans l'opinion publique ? Mais tout au contraire. Dans le sens où, le raccourci, il est vite fait. C'est à cause de l'état de droit que les détenus de la prison de Toulouse vont pouvoir continuer à s'amuser, en quelque sorte. C'est perçu comme ça par une grande partie des gens. Mais il y a plusieurs choses dans votre question. Premièrement, en prison, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour essayer de se réinsérer. Toutes les activités qui ont été supprimées par Gérald Darmanin comme étant dites ludiques étaient des activités à finalité de réinsertion. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons gagné, puisque en réalité, le juge administratif a dit dans la loi, il est prévu qu'il y ait des activités qui servent à la réinsertion et on ne peut pas distinguer le jeu de l'activité parce que apprendre en jouant fait partie entièrement de l'enseignement. Donc ça, c'est la raison pour laquelle nous avons gagné. Et l'autre chose que je trouve très intéressante dans ce qui s'est passé, et c'est en ça qu'on est justement à la limite d'une sorte de populisme de lâcheté, vous avez raison de dire que nous avons obtenu satisfaction parce que nous avons réussi à obtenir l'annulation de l'interdiction des activités ludiques en détention. Pour autant, Gérald Darmanin s'est empressé de faire un communiqué en disant « Je suis très satisfait parce que le Conseil d'État a globalement validé ma circulaire ». Donc on voit bien qu'on est déjà dans une rhétorique qui est une rhétorique populiste, puisque le ministre de la Justice prétend avoir remporté une victoire, alors même qu'en réalité, il a combattu contre cette action et très concrètement, c'est une limitation à sa volonté qui était une volonté arbitraire. Alors vous faites un diagnostic, vous expliquez bien tout cela, et puis il y a quand même un volet solution, j'aimerais qu'on en parle. Vous dites, si tu veux la paix, prépare la guerre. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour renforcer l'état de droit ? Alors je propose deux choses. D'abord, il faut arrêter de faire certaines choses, et deuxièmement, il faut se mettre à faire certaines choses. Donc, dans ce qu'il faut arrêter de faire, il faut d'abord arrêter de saper les fondements de l'état de droit en critiquant les juges et en dévitalisant leurs décisions. Les juges sont les gardiens de l'état de droit, ils sont là pour garantir nos libertés à nous tous, et à partir du moment où on les critique, eh bien, on fait le lit du populisme. Aussi, il faut arrêter de créer des législations d'exception. Il y a trop de législations d'exception, il y a trop de législations dérogatoires, il y a un risque de développement justement d'états d'urgence et de situations qui sont susceptibles d'être réutilisées par les populistes contre les citoyens. Et puis ce qu'il faut commencer à faire, il faut fondamentaliser, il faut mettre certains droits au plus haut niveau pour éviter que les populistes, s'ils arrivent au pouvoir, puissent y porter atteinte. C'est ce qui a été fait par exemple avec l'avortement. On en avait beaucoup. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui ça empêche un Donald Trump d'agir, fondamentaliser comme vous le dites Alors, fondamentaliser, ça peut empêcher un Donald Trump d'agir à partir du moment où la Cour suprême est prête à appliquer strictement la Constitution. Et on repassera effectivement par la question des juges. Peut-être pas le cas aujourd'hui vu sa composition. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui parce que justement les populistes s'attaquent aux cours suprêmes et cherchent à désigner des juges qui leur sont favorables au sein des cours suprêmes. Et c'est d'ailleurs bien le risque qui existe aussi en France, puisque le Conseil constitutionnel, les membres du Conseil constitutionnel sont nommés essentiellement par des autorités politiques, le président de la République, les présidents des assemblées, et on a vu qu'en 2027, c'est l'élection présidentielle. Dès 2028, il y aura un premier renouvellement des membres du Conseil constitutionnel, donc 2 membres qui pourront être proposés sur les 9 par le président de la République nouvellement élu et le président de l'Assemblée nationale, et potentiellement 3 autres membres 3 ans après. Donc le danger est là. Et le risque de noyauter les cours suprêmes est réel. Merci beaucoup, Patrice Spinosi, d'être venu présenter votre livre. Je rappelle son titre, Menaces sur l'état de droit, paru chez Alary Éditions. On passe à la question qui fâche à présent.
Et nous sommes aujourd'hui avec Claire Conruit, journaliste au Figaro, journaliste politique, et Stéphanie Despierres, journaliste à LCP. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. On s'intéresse ce soir à celle qui a fâché tout rouge les macronistes, Sophie Primas, issue de la droite, porte-parole du gouvernement. Alors elle pronostique la fin du macronisme dans les mois qui viennent. Est-ce qu'elle va provoquer avant cela la fin du gouvernement auquel elle participe? On va en débattre dans un instant. Mais d'abord le rappel des faits et les premières réactions avec Dario Borgogno. La question qui fâche de ce soir nous vient de cette déclaration de la porte-parole du gouvernement. Le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent. Une petite phrase qui a mis le feu aux poudres chez les macronistes. Le parti Renaissance réagit à la mi-journée sur les réseaux sociaux. Dans un échange avec notre secrétaire général Gabriel Attal, ce matin, après vos propos, vous lui avez indiqué qu'il s'agissait d'une maladresse, dont acte. Espérons qu'à l'avenir, le respect entre nos forces politiques qui gouvernent ensemble le pays soit la ligne de conduite qui prévale pour tous. Une maladresse qui a enflammé la réunion de groupe EPR. Gabriel Attal annonce avoir reçu les excuses de la ministre, pas de quoi calmer les marcheurs. Quand on fait 4,8% aux dernières présidentielles et qu'on se retrouve aujourd'hui au sein du gouvernement, on attend simplement un peu de reconnaissance. Une porte-parole dans une coalition et dans le contexte politique dans lequel nous sommes ne devrait pas dire ça. Ce n'est pas parce qu'on a l'ivresse des lendemains de victoire qu'il faut se laisser aller à des commentaires qui sont désagréables, déloyaux. Sophie Primas est une proche de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui, la semaine dernière, se distinguait du macronisme. Il y a depuis quelques semaines maintenant une offensive brutale de la droite réactionnaire, conservatrice, autoritaire, qui est incarnée par Bruno Retailleau, qui a décidé de mener la guerre à ce qu'est le macronisme. À un moment donné, il faut être cohérent. Soit on est ministre d'Emmanuel Macron et on respecte ce qui a été bâti ces dernières années, soit on n'est pas d'accord et on s'en va. Chez les LR, certains députés ne regrettent pas les propos de la ministre. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que le pays, les représentants politiques ressemblent au pays et soient de plus en plus à droite. Et donc elle a eu raison de dire que les macronistes sont bientôt finis. Ouais. Alors, la question qui fâche de ce soir, combien de temps avant l'implosion du socle commun? Alors, combien de temps avant l'implosion du socle commun, Claire Conruit? Est-ce que la question se pose aujourd'hui, selon vous? Bon, d'abord, je pense que c'était en effet une maladresse ou une phrase dite un peu trop rapidement. Elle est malheureuse parce qu'en effet, c'est un socle commun très fragile et quand est-ce qu'il peut imploser ou exploser? Bon, il y a quelques, visiblement, failles sur le vernis de ce socle commun déjà fragile, mais on peut peut-être rappeler qu'il ne vaut mieux pas s'exploser tout de suite alors qu'il y a des échéances électorales à venir et c'est-à-dire qu'il y a une certaine réalité qui rattrapera tout le monde et qui ramènera tout le monde à la raison. Si vous pariez sur une vague RN à un moment ou si vous pariez sur des municipales où il va falloir faire alliance d'ailleurs avec les LR, il faut peut-être tenir ses troupes et ne pas trop chercher tout de suite à penser notamment à 2027 du côté des macronistes et être un peu plus prudent, même si la phrase de Sophie Primas est sans doute un peu malheureuse. Stéphanie Despierres, on entend Prisca Thévenot dans ce sujet. Elle est très dure dans sa réaction. Ça donne vraiment l'impression que ce gouvernement va imploser. Oui, mais je suis d'accord avec Claire, ça ne sera pas pour tout de suite parce que les Républicains ont intérêt à rester au gouvernement au moins jusqu'au municipal de l'année prochaine. La réaction des macronistes s'explique aussi parce que Bruno Retailleau, la semaine dernière, avait dit la même chose dans un message aux adhérents du Parti des Républicains. Et ça avait déjà fait réagir. Ça a fait beaucoup de bruit. Ils avaient beaucoup réagi, les macronistes. Certains relativisaient en disant c'est la campagne, il est obligé de dire ça, etc. Et là, le fait que la campagne soit terminée, que Bruno Retailleau ait gagné la présidence du parti, mais qu'une de ses proches continue de mettre un peu d'huile sur le feu, ça, vraiment, ça ne leur a pas plu et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup montés au créneau. Mais ça veut dire que est-ce que c'est vraiment une gaffe de la part de Sophie Primas? Elle a appelé Gabriel Attal pour s'excuser, pour reconnaître une maladresse. Il semblerait aussi qu'elle ait discuté avec le Premier ministre. Donc, est-ce que c'est une gaffe? Je pense que c'est surtout un aveu de sincérité, parce qu'ils sont à droite... certains que le macronisme est terminé, ils le disent. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027, mais on peut comprendre que c'est difficile à entendre pour les macronistes, alors que c'est un gouvernement LR macroniste et que c'est le président de la République, in fine, quand même, qui a accepté la nomination d'un gouvernement avec des ministres LR. Vous parliez d'une maladresse de la part de Sophie Primas, mais au fond, elle en est convaincue de ce qu'elle a dit. Elle le pense vraiment. Oui, vous avez tout à fait raison. Et en fait, c'est un secret pour personne que Bruno Retailleau, mais pas seulement, que beaucoup d'élus chez LR
théorise, et le théorise encore plus depuis l'élection de Bruno Retailleau, théorise le retour du clivage gauche-droite. À partir de là, où est la place du macronisme si on considère qu'on revient à cette espèce de balancier, qu'on considère qu'une partie de la France est à droite et qu'en face, il y aura la gauche. Forcément, ça veut dire est-ce que ça veut dire la fin du en même temps? En fait, il faut faire la différence. Est-ce que c'est la fin d'Emmanuel Macron? Ça, a priori, oui, puisqu'il ne peut pas se représenter. C'est sa fin en tant que chef de l'État. Est-ce que c'est la fin du macronisme? Le macronisme, c'est devenu un concept. À voir ce que ses héritiers vont en faire. Il y a Édouard Philippe, il y a Gabriel Attal, il y a Gérald Darmanin. Donc on ne peut pas dire que c'est la fin du macronisme tant que les héritiers de ce mouvement existent. Un mot peut-être justement des autres composantes de ce socle commun, le MoDem, Horizon, on ne les a pas beaucoup entendus. Est-ce que c'est lié à ça justement, cette course à la présidentielle qui pourra incarner la suite après Emmanuel Macron et le macronisme d'une certaine façon? Oui, c'est probablement un peu lié à ça parce que Édouard Philippe a tendu la main à Bruno Retailleau. On ne sait pas du tout ce que ça donnera, si ça va se concrétiser dans les mois ou dans les années qui viennent. Au MoDem, on sait aussi que ce bloc central il ne tient un peu qu'à un fil. Donc je pense que les macronistes se chargeant de monter au créneau, le MoDem n'a pas voulu en rajouter. Et pour faire encore monter un peu plus la tension, il s'est dit que ce n'était pas la peine d'en rajouter si on voulait que ce gouvernement tienne, parce que dans le bloc central, de toute façon, personne n'a intérêt à ce que le gouvernement tombe maintenant et à ce qu'il y ait trop de divergences. Il y a un budget à préparer pour l'automne, il y a des municipales. 2027, c'est à la fois demain et encore un peu loin. Donc tout le monde sait qu'il vaut mieux ne pas faire tomber ce gouvernement. Comment ça s'est passé en réunion de groupe du côté des macronistes, justement, aujourd'hui à l'Assemblée? Alors, c'est Gabriel Attal qui a expliqué qu'il avait eu Sophie Primas au téléphone, donc il a exposé ça, mais ça n'a pas suffi à calmer une partie des députés qui sont montés au créneau pendant la réunion de groupe. La réunion a duré, cette partie-là de la réunion a bien duré au moins 3/4 d'heure, et il a eu du mal quand même à calmer ses troupes. Et ce qui était rigolo, c'est qu'après ce débat-là, il y a Annie Genevard, ministre LR aussi, de l'Agriculture, qui est venue devant les députés Ensemble pour la République. Alors, ils n'ont pas parlé du sujet Sophie Primas, mais elle a plutôt tenté d'amadouer les députés en leur disant « Je suis là avec plaisir, on siège dans le même gouvernement, on a la même volonté de rassembler le pays ». Donc selon les moments, c'était un peu une salle, mais deux ambiances entre les ministres LR et les députés macronistes. Un mot peut-être de Gabriel Attal qui s'indigne que la droite annonce la fin du macronisme. Est-ce que lui, il n'a pas déjà tourné la page d'Emmanuel Macron quand il a pris la tête de Renaissance? C'est simple, quand on est dans la tête de Gabriel Attal ou d'Édouard Philippe ou de Gérald Darmanin et qu'on regarde la ligne de départ des candidats potentiels du socle commun et donc du macronisme en 2027, on regarde de quel côté de l'échiquier politique il reste de la place. Édouard Philippe, a priori, et de plus en plus, est très clairement en train de prendre la tangente droite, beaucoup plus droitière d'ailleurs que par le passé. Et donc, naturellement, en miroir, il ne serait pas illogique que Gabriel Attal aille un petit peu plus, peut-être pas à gauche, mais centre-gauche, sachant que peut-être qu'il aura encore plus à côté de lui une autre concurrente, Elisabeth Borne. Enfin, tout ça, ça va être vous allez avoir des parts de marché électorales et chacun va essayer de trouver quel est le chemin le plus épais pour pouvoir se frayer un chemin jusqu'à 2027. Mais ça veut dire que comment vous voyez la suite justement dans ces échéances qui approchent, le budget à voter à l'automne, les municipales dans moins d'un an maintenant, la présidentielle dont tout le monde parle aujourd'hui? Ça fait beaucoup d'éléments à gérer qui vont mettre sous pression ce gouvernement. Stéphanie. Je pense qu'il y a un moment qui va être compliqué, c'est le budget, puisque la droite a posé à nouveau ses lignes rouges, pas de hausse d'impôts, etc. Les macronistes n'en veulent pas non plus, mais peut-être que la réalité des finances publiques pousseront le gouvernement à aller quand même un peu dans ce sens-là. Donc il y a cette épreuve du budget et puis il y a l'épreuve des municipales où LR va être confronté à ce problème-là, c'est-à-dire est-ce qu'on fait des alliances, est-ce qu'on ne fait pas d'alliances, quelles répercussions ça a ensuite, si ils arrivent à conforter leur municipalité, ça ira peut-être, mais voilà, il y a quand même des échéances qui font que je pense que ça va tenir quand même un moment, mais que tout est risqué. Et puis n'oublions pas quand même qu'il n'est pas exclu qu'à un moment, le Rassemblement national décide de remettre la pression et de, par exemple, s'associer à une éventuelle motion de censure de la gauche. Peut-être que plus on va se rapprocher de 2027, à mon avis, plus ça va être dangereux pour le gouvernement. Claire Conruit. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur le sujet du budget,
chez beaucoup de ministres LR et du côté du parti aussi, le budget est une échéance qui inquiète. Michel Barnier est tombé sur ça. Il n'y a aucune, a priori, raison que le RN ne s'offre pas une potentielle nouvelle censure. Surtout maintenant que Bruno Retailleau est président du parti. Exactement. Il y avait une certaine mensuétude Exactement. du RN ces derniers mois à l'encontre de Bruno Retailleau. À mon avis, là, ça ne va plus tenir. Et donc là, tout ce petit théâtre de personnalités singulières, ils vont être vite rattrapés par la réalité budgétaire. Et ce sera le feuilleton de la rentrée qu'on suivra évidemment sur LCP. Merci à toutes les deux, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et bonne soirée sur LCP.